1, 2, 3, c'est le 123e épisode des Technos que nous vous proposons cette semaine. Et cette semaine, c'est avec ces deux zigomards que nous allons passer un peu de temps, c'est-à-dire Bruno de ce côté-ci, salut Bruno, et puis de ce côté-ci, nous avons Xavier, salut Xavier. Hello. On va parler ensemble nouvelles technologies, évidemment, comme chaque semaine, la manière dont nous avons vu l'actualité technologique de la semaine. C'est un peu plus calme, hein. En général, c'est vrai que c'est la période de l'année où les choses se calment un tout petit peu, pas de grosses annonces, même s'il y a eu le build Microsoft cette semaine, vous savez, ce grand rendez-vous pour les développeurs, on y reviendra peut-être dans cet épisode, ou pas. Mais pour le reste, il se passe pas énormément de choses. C'est pas très, je veux dire, captivant, passionnant. Je sais pas ce que tu en penses, Xavier. Bah effectivement, on a eu un petit peu de mal, je pense. En tout cas, je parle pour moi, à trouver des news un peu sympas. Il y a quelques objets qu'on a trouvés, quelques petites news, mais rien qui m'a laissé vraiment. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a rien à vous dire. Attention, tu es en train de dire, vous savez, il s'est rien passé, merci, au revoir. Non, il s'est passé des choses. On a trouvé des trucs sympas, mais c'est pas la news qu'on va retenir, à mon avis. Exact. On va voir ça. On a un petit peu de temps pour en parler, effectivement. Avant d'attaquer notre abécédaire, le courrier des auditeurs, comme on a l'habitude de le faire, évidemment, vous avez été quelques-uns à commenter le hors-série consacré à la TicWatch de Bruno. Hein. Bruno, ta montre connectée a fait apparaître quelques commentaires. Elle est toujours là, toujours au poignet. Donc ça c'est très bien. Je pense que tu as répondu à tout le monde d'ailleurs. Hein. Oui, je pense. C'est en regard de la vidéo sur YouTube, dans ce cas-ci, que cela se passe. Des fois aussi, c'est en commentaire sur notre blog, lestechno.be, ou encore chez nos amis d'informaticien.be, puisque vous le savez, les épisodes et les hors-séries, vous les retrouvez également sur informaticien.be. J'avais un truc important à vous dire. Oui, opération été. On va dire ça comme ça. Cet été, on va vous proposer de répondre à vos questions, puisque vous êtes nombreux à, de temps en temps, nous interroger sur l'une et l'autre chose, soit à l'occasion d'un hors-série, soit à l'occasion d'une news dans un épisode, par exemple. On va collecter toutes vos questions, on va les mettre dans un grand panier, et puis on va les tirer au sort à l'occasion d'un grand barbecue. Et on va répondre à toutes ces questions, et ces réponses, on va vous les proposer durant tout l'été, parce que nous, on va prendre un petit peu de repos, évidemment, comme chaque année d'ailleurs, vous aussi, on l'imagine, et donc on va en profiter pour mettre tout ça en boîte d'ici la fin du mois de juin. Donc dépêchez-vous pour aller sur le site, lestechno.be, il y a un formulaire dans le blog, vous allez voir, il y a un petit article consacré à nos vacances, à vos vacances également, et là, un petit formulaire, mais si vous le voulez, vous pouvez tout aussi bien poser vos questions en regard de cette vidéo sur YouTube, ici en dessous, si vous le voulez, ou sur le blog lestechno.be dans les commentaires. Nous, on collecte vos questions d'où qu'elles viennent, hein, ou d'où qu'elles arrivent, je serais tenté de dire. On va les collecter, on les met de côté et on y répondra durant l'été. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous, et vous pouvez évidemment poser plusieurs questions, quel que soit le domaine, pourvu que ce soit technologique, évidemment. Hein, pas commencer à parler de jardinage, quoique on pourrait, mais là c'est pas la question. Donc c'est technologique. On a déjà eu des propositions, hein, si je dis pas de bêtises, de gens qui nous demandent une fois de plus de faire un hors-série consacré au RAID, je pense, à la technologie RAID et des choses comme ça. Donc voilà, des choses dans cet esprit-là, par exemple. Nous, ça nous pose aucun problème, mais il faut juste un petit peu de temps pour préparer les réponses et pour enregistrer tout ça. Et donc tout ça, vous y aurez accès durant l'été. Est-ce que j'ai été clair, net et concis? Bruno, tu as une question? Très clair. Non. Très clair. Xavier, tu as un truc? Et on a d'ailleurs une question de Madame Belle-Père de Houille qui a vu l'épisode où Sébastien parlait des objets qu'il emmenait en vacances. D'accord. Et il demande quels sont les objets qu'il emmène dans son lit. D'accord. Les objets connectés. D'accord, ok. Donc, pas comme ça. on va éviter. Ok, on peut attaquer notre abécédaire avec la lettre A comme Amazon. Si vous le voulez bien, c'est Kiki Sickles, pour le coup. C'est Xavier qui nous parle d'Amazon, qui fait son show. Mais de quelle manière, Xavier ? Eh bien, Amazon vient d'annoncer un nouvel objet, un nouvel assistant domestique qu'il a baptisé Echo Show. Donc c'est un assistant qui va permettre, grâce à un écran de 7 pouces, d'avoir des informations en plus que l'assistant classique d'Amazon, qui sont des infos. Par exemple, on va pouvoir faire principalement de la téléphonie sur IP. Donc on va pouvoir passer des appels sans avoir besoin de son smartphone notamment, grâce à la reconnaissance vocale évidemment. On va pouvoir
faire une distinction grâce à des caméras embarquées entre le bruit de fond de la télé et la voix. Donc ça, c'est une performance qu'ils ont fait en termes d'amélioration de la reconnaissance vocale. On va pouvoir lire directement des vidéos YouTube sur l'écran, évidemment récupérer des retours vidéo de caméras de sécurité qui seraient compatibles avec la plateforme et des babyphones compatibles également. Donc voilà, une fonctionnalité qui est principalement axée sur l'image qui est rajouté à cet assistant personnel qui sera disponible d'abord en précommande aux États-Unis pour $230. Donc on est quand même dans un produit déjà assez haut de gamme et les envois vont commencer à partir du 28 juin. D'accord, mais pour les États-Unis. En Europe, on ne sait pas encore quand ce sera possible. C'est toujours un peu le problème avec Amazon, c'est qu'il y a toujours cette segmentation du marché chez eux de manière générale. Hein. C'est pas une critique, mais c'est un constat. Je pense qu'il y a moyen de temps en temps d'en faire fi. Hein. Je me tourne là vers Benoît, qui n'hésite lui pas à commander aux États-Unis quand cela se présente. Je sais pas si chez Amazon c'est le cas, mais je sais qu'il y avait des produits comme ça que tu avais commandés avant qu'on ne puisse y avoir accès en Europe, si je dis pas de bêtises. C'est Bruno. C'est Bruno, c'est pas Benoît, mais c'est pas grave. C'est décidément. Non, effectivement, l'Amazon Echo, je l'avais acheté en Allemagne en précommande, alors qu'il n'était pas disponible encore en français, mais il était disponible en anglais et en allemand, du coup, mais assez limité. Donc parfois, je pense que c'est pas plus mal de devoir attendre une deuxième version, une amélioration, mais oui, Amazon fait un peu bande à part et vend d'abord aux États-Unis, puis en Allemagne, et puis suit la France en général. L'Allemagne précède les autres pays européens en général. Oui. Ils sont très très forts à implanter en Allemagne, Amazon, et c'est pour ça qu'ils ont quand même de quoi développer pour un marché allemand intéressant. Oui, puis le marché allemand est quand même assez important aussi, hein, soyons clairs, donc sans doute que voilà, c'est une opportunité pour Amazon. Il y a la question de la langue évidemment aussi, hein, ils développent en anglais, donc c'est logique qu'ils attaquent d'abord les marchés américains. Aussi, oui, évidemment. On en était à la lettre A comme Amazon, on peut passer à la lettre A comme Apple, puisque Bruno... Puis il s'agit bien de Bruno, m'a dit juste avant l'enregistrement, je vais faire mon fanboy aujourd'hui. C'est vrai que de temps en temps, c'est vrai qu'on a des envies, des idées sur les produits, etc. Il faut quand même signaler que ce garçon qui dit être fanboy Apple vient de faire l'acquisition, je ne dis pas de bêtises, d'un Galaxy S8. Hein, donc voilà, tout à fait. On n'est pas cloisonné comme certains peuvent le croire. Mais on va quand même parler d'Apple. Je suis fanboy Apple dans certains domaines. Je suis fanboy Android dans d'autres, Google dans d'autres, chacun trouve. Amazon dans d'autres, donc je suis fanboy technologique tout court. Voilà. Et donc, dès que c'est bien, dès que c'est bon, voilà, ça passe. On va parler d'Apple, donc, qui se diversifie dans l'analyse du sommeil, entre autres. Oui, en fait, Apple a racheté Belit, c'est une startup finlandaise qui est spécialisée dans les objets connectés liés au suivi du sommeil. Donc, ils vont soit simplement récupérer toute la technologie de ces sociétés et l'intégrer dans des produits Apple, notamment peut-être dans une future version de l'Apple Watch, soit ils vont développer des objets connectés, en l'occurrence donc des capteurs. Donc Belit a fait des capteurs qui se mettent directement sur un matelas du lit pour analyser le sommeil d'une personne. Puis via une app dédiée, va analyser, va te donner des conseils, etc. Bon, il y a d'autres petits modules d'autres sociétés qui fonctionnent, qui font la même chose. L'idée d'Apple, c'est d'acquérir ce savoir-faire, ce know-how, et probablement pour encore aller plus loin dans ce domaine du fitness et de la santé, qui est un domaine très très porteur financièrement. Oui, clairement. Il y a des applications aussi qui permettent d'analyser le sommeil si vous avez envie de dormir avec votre smartphone, par exemple, parce que là, il faut mettre le smartphone avec soi, et ça, c'est pas toujours conseillé. on a vu aussi d'autres applications. Je pense à Xavier qui avait trouvé une application qui permettait de... Oui. C'était Sleep as Android. J'avais testé à l'époque où j'avais des problèmes avec mes amygdales, des problèmes de ronflement, effectivement, et c'était assez efficace en termes d'analyse du sommeil.
Pour repérer les apnées, des choses comme ça. Ça permet de repérer les apnées, ça permet de voir les périodes de sommeil profond. Donc, il y a certaines personnes qui, du coup, calent leurs horaires sur la durée de leur sommeil pour se réveiller au bon moment afin de ne pas être en plein sommeil profond. Et c'était relativement efficace. Oui. Il y a les capteurs de mouvement et puis il y a tout ce qui est son. Donc, ces deux éléments-là permettent d'analyser vraiment bien le sommeil. Donc, d'ailleurs, la plupart des smartwatches ont déjà un certain nombre de fonctionnalités. Toujours faut-il dormir avec sa montre. Oui, c'est ça. Bon, soyons clairs aussi, ça ne remplace normalement pas une nuit à ce qu'on appelle la clinique du sommeil, hein, en milieu hospitalier pour une analyse plus profonde, plus détaillée du sommeil, mais ça peut être un premier indicateur, déjà, quand on est crevé, de voir ce première analyse, entre guillemets, qui permet de dire, voilà, il serait peut-être temps d'aller consulter, parce que... Oui, puis il y a beaucoup de personnes qui ronflent, par exemple, mais qui l'ignorent. On leur dit, mais ils n'ont pas toujours tendance à le croire. Et le fait d'être enregistré quand ça se produit et de voir que ça se produit vraiment très fréquemment, ça permet de se rendre compte finalement que c'est pas tout à fait faux, quoi. Donc c'est une bonne nouvelle, une fois de plus, c'est une bonne nouvelle par rapport à donc cette application, cette analyse du sommeil que va proposer Apple prochainement. On reste chez Apple, Bruno, pour parler de l'iPhone 8 qui devrait arriver prochainement. Oui, en fait, il y avait eu des rumeurs qui circulaient comme quoi la sortie de l'iPhone 8 ou iPhone Edition, on ne sait pas encore vraiment le nom, vu que c'est la 10e année de anniversaire de la sortie de l'iPhone, qu'il y aurait des retards dû à la complexité de l'appareil, un nouvel écran, sans bord, surtout le capteur d'empreinte qui serait intégré à l'écran. Apparemment, des analystes chinois, eux, ont d'autres informations, des meilleures sources, et prédisent que non, il n'y aura rien de changé. Il y aura bien une annonce en septembre et probablement une livraison des iPhone 8 ou Edition, ou peu importe comment ils vont s'appeler, au début octobre, comme d'habitude tous les ans depuis 10 ans. Donc ça serait effectivement assez étonnant si Apple aller changer la règle cette année-ci. Hein. Rater ce rendez-vous serait quand même un petit peu ballot d'un point de vue communication. Voilà. Surtout qu'on fait le fanboy Apple, mais on rappelle quand même que Samsung a sorti son Galaxy S8, qui est un succès assez important. Donc là, ils en vendent vraiment beaucoup. Et donc là... ils ont pas mal d'avance par rapport à Apple, et les ventes d'iPhone 7 chutent énormément. Il ne faut pas oublier que l'iPhone est quand même la partie plus importante du chiffre d'affaires d'Apple. C'est 63%, si je ne m'abuse, du chiffre d'affaires d'Apple. Donc c'est le marché le plus important pour eux. Donc ils n'ont pas intérêt à se louper sur l'iPhone. Ça, c'est clair. On verra. Mais ils ont laissé un petit peu Samsung prendre de l'avance, entre guillemets. On va voir si ça va payer ou pas. Quoi qu'il en soit, la compagnie, Apple, vaut toujours plus d'argent, Bruno. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la suite maintenant. Donc moi, je suis le fanboy qui dit tout va bien pour Apple, n'inquiétez pas. C'est la société qui en ce moment en bourse est le plus valorisé. Donc là, ils sont à 800 milliards de dollars de valorisation boursière. C'est simplement la société qui a le plus de valeur en bourse au monde, tout simplement. Et là, il y a même des analystes qui disent qu'ils vont à un certain moment dépasser les 1000 milliards de dollars de valorisation. Donc c'est simplement énorme. L'action, elle a pris quand même 33% depuis le début de l'année, pour dire qu'ils y croient. Donc les investisseurs y croient fortement. Donc voilà, on a hâte de voir ce que va en faire Apple cette année, parce que effectivement, au niveau des Mac, au niveau du reste, tout ce qui est à part iOS, on n'a pas de vraies évolutions encore. On a des rumeurs, donc on attend de voir ce qu'ils vont en faire. Après, s'ils se ratent, s'ils se loupent, la bourse, elle risque... parce que je lisais, par contre, c'était pas une news de cette semaine-ci, mais je lisais la semaine précédente que les actionnaires, de manière générale, n'ont pas, entre guillemets, sanctionné Apple
Apple pour les baisses de vente, que ce soit d'iPad, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est le cas également sur la tablette, même s'ils restent leaders sur la vente des tablettes, ils ont perdu de ce côté-là aussi, ni sur la vente des iPhones. L'actionnaire n'a pas sanctionné l'entreprise, en tout cas pour le dernier semestre, donc c'est plutôt positif et ça augure de beaux jours, entre guillemets, encore pour les mois et les années à venir, Bruno. En fait, la différence, c'est qu'ils ont vendu moins d'unités, mais leur marge est plus grande. Oui, c'est ça. Donc finalement, le bénéfice, il a même augmenté par rapport au nombre de ventes qui a chuté. Donc voilà, c'est pour ça que pour les financiers, c'est mieux de vendre moins, mais mieux. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et même si pour les fanboys, les gros chiffres de vente en général, ça fait plaisir aussi, quoi, quelque part. Même si on n'y gagne rien, nous. Hein. Soyons très très clairs. On termine avec Apple, Bruno, pour parler des objets connectés, parce que là aussi, il y a de nouveaux enjeux. Et Apple semble être, pour l'instant, en tête des objets connectés. Mais ça, il faut nous expliquer comment. Oui, en fait, ils ont un seul objet connecté, c'est l'Apple Watch. Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, ils ont quand même réussi à prendre la première place des parts de marché parce qu'ils ont 15,9% de parts de marché. Ils sont passés devant un nouveau venu, en fait, dans le trio de tête, Xiaomi et Fitbit. Fitbit qui était leader. Fitbit a du mal un peu à maintenant faire évoluer ses produits. Ils ont racheté, je le rappelle, pour Xavier aussi, ils ont racheté Pebble, donc ils ont tué ta future smartwatch. C'est pas grave, il y en aura d'autres, mais peut-être qu'ils vont maintenant vraiment se lancer dans la smartwatch. Toujours est-il que l'Apple Watch série 2, la nouvelle version, avec beaucoup de marketing, s'est vendu assez bien aux États-Unis et au Royaume-Uni surtout, donc ils ont pris pas mal de parts de marché. Ils annoncent pas des chiffres Apple sur les ventes de l'Apple Watch, ça ils ne l'annoncent pas, mais les analystes tablent sur 3,5 millions d'unités vendues sur le premier trimestre, ce qui serait quand même une progression de presque 60%, 59% des ventes d'Apple Watch d'année en année. Voilà, donc les gens semblent apprécier la nouvelle Apple Watch qui est un peu mieux finie, qui est étanche, voilà, qui a d'autres fonctionnalités. Il faut aimer le look, il faut aimer Apple, il faut être fanboy. C'est clair que ceux qui ont une Apple Watch ont un iPhone qui va avec, sont dans l'écosystème Apple, ça c'est clair. Hein. J'ai l'impression que cette Apple Watch, décidément, s'adresse aux fanboys. J'ai pas l'impression que quelqu'un qui ne serait pas, entre guillemets, endoctriné, utilisons un terme fort par la marque, irait se tourner spontanément vers l'Apple Watch en se disant je change d'écosystème et je vais vers le monde iOS d'Apple et l'Apple Watch, etc. Je pense. Non, il faut déjà avoir un iPhone, effectivement, mais je pense qu'ils ont un avantage que les autres constructeurs ont sous-estimé, c'est qu'ils ont deux tailles différentes d'Apple Watch. Il y a un 38 et un 42 mm, et les femmes n'aiment pas généralement, moi je parle d'expérience, les femmes n'aiment généralement pas les montres trop grandes, et l'Apple Watch 38 mm est une bonne taille pour des petits poignets. Alors que d'autres constructeurs comme Samsung avec sa Gear S3 vont plutôt dans le sens inverse. Ils sont en train de grandir encore les smartwatches. Ça va pour les hommes qui ont des grands poignets, mais moi j'ai pas un très grand poignet non plus. J'aime pas les montres trop grandes. Donc voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de diversité au niveau des tailles des montres. C'est pourtant pas difficile. On peut quand même enlever un petit peu de batterie. On se plaint toujours de l'autonomie d'un jour d'une smartwatch. Faut pas oublier qu'on met quand même notre téléphone 2 fois à charger par jour. Oui, aussi, c'est pas faux. Mais la différence, c'est que le téléphone est pour moi vraiment un outil de travail, en tout cas pour moi, et la smartwatch ce serait pas le cas. Ce serait un gadget, c'est quelque chose en plus, c'est un accessoire. Complément, oui, c'est ça. On en a déjà parlé, mais montre ton poignet. Est-ce que tu as une montre à ton poignet? Est-ce que tu as une montre, Xavier? Non, pas de montre. Ah bah oui. C'est exactement là la question. C'est si ma femme va se fâcher parce qu'elle m'en a offert une. Mais... si tu ne portes pas de montre, tu ne porteras pas de smartwatch. Ça ne va pas changer la donne. Oui, c'est ça. Une smartwatch, une montre connectée, ça reste une montre. C'est simplement ça. Ça ne change pas les habitudes. Hein. C'est voilà. Ok, bon, c'est un débat. Chaque fois qu'on parle de smartwatch, de montres connectées, chaque fois, il faut dire un petit mot là-dessus parce que voilà. On en a fini avec la lettre A comme Apple et la lettre A tout court d'ailleurs. Également, on va attaquer la lettre B et laisser parler un petit peu Xavier, puisqu'on va parler de Baidu, qui lance un projet de voiture autonome, Xavier.
Effectivement, et c'est un projet open source pour une fois. Donc Beidou va lancer un projet baptisé Apollo, comme tu l'as dit, qui va permettre à des développeurs de prendre un petit peu d'avance sur le développement de la technologie des voitures autonomes. Donc Beidou veut par là devancer ses concurrents américains comme Uber et Google grâce à sa plateforme. Et ils vont mettre en circulation dès juillet 2017 des véhicules Chery EQ et prévoient la mise en vente carrément de voitures autonomes en Chine dès 2018. Donc le but ici est vraiment de mettre une plateforme en ligne pour que les développeurs fassent avancer ce secteur et que des constructeurs éventuels utilisent la technologie fournie par Beidou. C'est malin, mais c'est quand même culotté, je serais tenté de dire, parce que c'est quand même, la voiture connectée, la voiture autonome, c'est quand même quelque chose de sensible, quoi. Donc, il va falloir opérer des contrôles assez stricts sur ces applications, non ? Il y a effectivement de nombreux challenges par rapport à cette technologie, aussi bien technologique que légaux et éthiques. Donc mais voilà, on prévoit vraiment un essor de cette technologie d'ici 2020. En fait, 2020, c'est vraiment la date un petit peu clé où il y a Toyota, il y a Bosch, Nissan, Daimler, il y a plusieurs grandes marques qui ont misé sur cette date pour atteindre la commercialisation de véhicules autonomes. Oui. Je voyais que Bruno levait le doigt très scolairement dans son coin. Tu voulais rajouter un truc ? Oui, il y a eu une interview récemment d'Elon Musk, le patron de Tesla, qui lui a tablé sur une disponibilité des voitures autonomes d'ici 2 ans. Donc eux, ils sont vraiment convaincus qu'ils vont avoir fini tout le développement de leur côté. Donc voilà, ça nous mettrait 2019-2020, c'est effectivement ça. Donc ça dépend encore où, ça il faut être précis là-dessus, parce qu'il y a des pays comme le nôtre, par exemple, la Belgique ou même la France, je pense qu'il n'y a aucun cadre légal qui soit même prêt à être voté pour quoi que ce soit au niveau des voitures autonomes. Je dis pas de bêtises. C'est bien ça le défi, c'est pas parce que la technologie est prête que les assurances vont suivre, que la législation va suivre. Aujourd'hui, on est encore normalement obligé de tenir son volant à 2 mains. Bruno ? Oui, moi j'ai croisé par contre à Luxembourgville une voiture complètement autonome. Il y avait quelqu'un qui était assis, mais du côté du passager, c'était une voiture autonome immatriculée en Allemagne. Donc apparemment, les Allemands et au Luxembourg, pour l'instant, on ne se soucie guère des aspects légaux. Pourtant, mais c'est peut-être un vide juridique simplement. Oui, mais enfin un vide juridique, les assurances de la partie adverse vont vite se bouger, si tu vois ce que je veux dire. Tant que ça reste entre voitures autonomes, à mon avis, ça peut encore bien se passer, mais si tu renverses une vieille dame avec ta voiture autonome, je suis pas certain que ça va super bien se passer. Mais bon, voilà. Les échéances sont celles qui ont été citées, 2019, 2020, donc c'est demain, quoi. En gros, d'un point de vue technologique, c'est vraiment très très proche. On verra ça. B comme batterie cette fois, si vous le voulez bien. On va parler de batterie avec Bruno. C'est la fin du lithium. C'est fini le lithium. C'est dépassé le lithium. C'est une vieille technologie. On va faire autre chose. J'aurais pu mettre cette news dans le what the fuck quasi. Oui. Tous les mois, on a une annonce de nouvelle technologie de batterie qui va remplacer le lithium. Mais on ne va pas venir. Je me rappelle avoir fait cette réflexion exactement la même que la tienne, Bruno, à Seb il y a peut-être 1 mois ou 2, où il nous avait annoncé quand même un truc qui était intéressant parce que c'était l'inventeur justement de la batterie lithium qui venait avec une nouvelle technologie. Donc il y avait une couche de crédibilité quand même assez importante. Mais bon, ici c'est encore autre chose. Oui, donc ici, l'idée c'est que on utilise dans les piles alcalines un autre composant que le lithium, parce qu'on sait que le lithium, donc il a tendance à chauffer et à exploser. Je pense que Samsung, on en a fait l'expérience malheureusement l'année passée, mais régulièrement des batteries explosent ou surchauffent et s'embrasent à cause du lithium. Là, ils veulent remplacer le lithium par du zinc. Alors le problème jusqu'à
jusqu'à présent, pourquoi ils n'ont pas jamais pensé à ça, c'est que le zinc il est utilisé dans les piles alcalines par exemple, mais il y a une couche qui se forme au niveau du zinc qui empêche en fait la recharge à un certain moment. Et apparemment, donc ils ont trouvé en mélangeant le zinc avec des composants naturels comme des huiles, à retarder cette formation de couches protectrices là. Une forme d'oxydation en fait. Voilà, une forme d'oxydation et qui pourrait donc supporter une charge allant jusqu'à 50 000 cycles de recharge. Ah oui. Donc on me dirait oui, c'est la théorie, les annonces, on verra jamais le jour, mais en fait là je pense, je peux pas m'avancer là-dessus, mais ils pensent qu'ils vont avancer avec le projet vu qu'ils ont fait déjà l'annonce de vouloir commercialiser ces batteries-là dès fin 2019. Donc on est un peu faux dans les 2 ans. Il va se passer un truc en 2019, je vous le dis. Allez vous coucher. Oui, non, c'est vrai. Entre les chimistes et une entreprise pour justement commercialiser cette nouvelle technologie. Donc, du moment qu'il y a de l'argent en jeu, je pense qu'ils vont y aller. Donc, voilà, on va voir quelle taille. L'autre avantage du zinc, par contre, j'ai oublié de mentionner cela, c'est qu'il est beaucoup plus... on le trouve beaucoup plus facilement que le lithium. Donc, ça devrait de toute façon faire baisser le prix des batteries drastiquement. Et aussi, le nombre de cycles de recharge est beaucoup plus élevé qu'au niveau des batteries lithium, qui se situent plutôt entre 1000 et 2000 cycles de recharge. Donc, une durée de vie plus importante, un prix d'achat plus bas. Pourquoi pas? Donc on va voir à quoi ça va s'appliquer. Est-ce que ça va s'appliquer aux petites batteries, aux grandes batteries? Voilà. Il ne faut pas oublier que quand on parle de voitures par exemple, on est confronté à des petites cellules qui ne sont pas plus grandes que les piles double A qu'on a nous dans des lampes torches par exemple. Donc il n'y a pas de grandes batteries, ce reste que des petites cellules qui mises ensemble vont faire une grande batterie finalement. Et qui permet comme ça d'obtenir les puissances désirées. Rendez-vous en 2019, j'ai envie de dire. Oui, voilà, je ferai un hors-série lors du premier épisode 2019 avec ma nouvelle montre qui tiendra une semaine. Par exemple, oui. Qui fonctionnera au zinc. Voilà. Alors, on n'a pas dit qu'elles auraient plus d'autonomie. Non. On a dit qu'elles ont plus de recharge. Et qu'elles seraient moins chères. Et ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle, en fait, quelque part. Et peut-être plus légère aussi. J'ai peut-être une bêtise, mais la masse du zinc... je sais pas. Bon, certains peuvent peut-être répondre à cette question, donc n'hésitez pas. Quelle est la masse du zinc? Et puis voilà. On en est à la lettre B comme batterie, on passe à la lettre F. F comme Facebook, Xavier. Facebook qui ferme un de ses laboratoires. Effectivement, mais vous connaissez tous Oculus, qui est cette société qui a fait l'Oculus Rift et qui a été rachetée par Facebook. Mais vous savez peut-être que le fondateur d'Oculus, Palmer Luckey, a quitté la société un petit peu sous la pression de Facebook. Et depuis, il y a des décisions un petit peu bizarres de la part de Facebook. On apprend notamment que Oculus va fermer le studio, donc Oculus Story, qui avait été créé seulement il y a 2 ans et qui était chargé de créer du contenu vraiment pour le casque de réalité virtuelle Oculus Rift. Donc ce département-là où cette société va fermer les portes, les 50 salariés vont être dispatchés dans d'autres départements de la société. Et voilà, en même temps c'est quelque chose qui est pas trop étonnant, même si par rapport à l'investissement de 3 milliards qui avait été fait pour acheter Oculus, on peut se dire que c'est dommage. D'un autre côté, il y a finalement que 300 000 casques qui ont été vendus de l'Oculus Rift depuis son lancement, ce qui est quand même relativement peu par rapport à l'investissement qui a été créé. Même si la VR est en plein boom, il y a du contenu qui est de plus en plus présent, il y a des différents secteurs dont certains qui plaisent beaucoup à Seb, qui sont bien dans le secteur. Mais voilà, donc pour le moment, décision, c'est fermeture d'Oculus Oculus Story, qui est le studio pour la création de contenu. On est bien d'accord, c'est pas la fin d'Oculus Rift pour autant. Non. Ça. C'est vrai. Mais c'est vrai que Facebook ne va plus lui-même créer du contenu VR. C'est ça.
Et préfère déléguer... Avec cette antenne-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des applications. Encore, voilà. Facebook va peut-être faire encore des applications dédiées à la VR, certainement. On en voit dans Facebook qui arrivent. Oui, c'est ça. Mais c'est peut-être pas leur métier non plus, de créer des applications ou de créer en tout cas des contenus pour la VR. Peut-être laisser ça finalement à ceux dont c'est le métier. Les studios, les jeux vidéo, par exemple. J'entendais il n'y a pas tellement longtemps que dans certaines écoles où on forme des jeunes gars à faire du jeu vidéo, etc. De plus en plus, la VR est entrée également dans le cursus, et donc on crée des nouvelles formes de contenu, de nouvelles formes de narration pour la VR, avec un petit peu de jeux vidéo, un peu de scénarisation, etc. Enfin, tout ça est assez en phase d'évolution, c'est assez intéressant. Bon, l'Oculus, en l'occurrence, a besoin de ressources, on le sait bien, pour fonctionner. Ça a besoin de grosses bécanes derrière, donc c'est aussi un frein peut-être. C'est des grosses bécanes, c'est pas le casque le moins cher. Non, c'est clair. Donc voilà, c'est une conséquence peut-être logique d'un point de vue purement financier. Donc peut-être qu'au niveau professionnel des ressources, on peut retrouver peut-être des moyens de relancer le projet, mais c'est peut-être pas leur métier à Facebook de faire ça. C'est bien peut-être d'avoir lancé l'idée. Quoi qu'il, voilà, on le sait maintenant, Facebook ne s'occupera pas de contenu pour son Oculus. On passe à la lettre G. G comme Google, comme souvent d'ailleurs quand il y a la lettre G, parce que dans le milieu high-tech, G comme je sais pas quoi. Donc il y a pas, donc c'est G comme Google, Xavier. Google qui se lance dans des prédictions, c'est Google le poulpe. C'est une petite brève, c'est un petit peu insolite, mais Google en fait s'est amusé à prédire en fait quel serait le pays qui allait remporter l'Eurovision 2017. Alors je ne sais pas si vous avez suivi l'Eurovision et je ne sais pas si les prévisions sont tout à fait exactes, mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est simplement en analysant les détails des recherches des internautes dans chaque pays. Ils ont analysé quel pays voterait en majorité pour quel autre pays, et du coup ils ont établi un espèce de classement qui permet de prédire le pays qui va remporter l'Eurovision tout simplement. Ouais. C'est qui il y a une petite carte. Pardon. Il y a une petite carte qui permet de voir tout ça, évidemment style un peu Google Maps, mais et on sait qui est favori ou pas finalement, parce que alors je t'avoue que je n'ai absolument pas suivi l'Eurovision, c'est pas quelque chose qui me passionne outre mesure, mais j'ai entendu dire que la Belgique était assez bien placée. Alors c'est assez amusant parce que je sais pas si c'est... Moi j'ai pas suivi beaucoup non plus, enfin je sais que je connais la chanson qui représente la Belgique, je connais pas du tout la chanson qui représente la France. Par contre, une chanteuse qui s'appelle Alma, si je ne dis pas de bêtises, si mes informations sont exactes, quoi qu'il... Les demi-finales viennent de passer. La finale, c'est ce week-end, je pense. En tout cas, c'est très prochainement. Vous dire qu'on est vraiment au courant. La France est bien classée aussi, je crois. Voilà. Et les Belges votent, d'après Google, principalement pour leurs voisins français. Ah bah donc, oui, voilà, c'est souvent comme ça. Et on connaît un peu le principe de l'Eurovision. C'est toujours un petit peu des... Voilà. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que Adobe... alors Adobe, on connaît Adobe pour, évidemment, Adobe Premiere en vidéo, Adobe Photoshop, etc. Mais Adobe fait également des études et analyse des données. Ça fait partie de leur business également, ça on le sait peu. Et eux aussi ont sorti un communiqué cette semaine en annonçant que la Belgique était grande favorite du concours Eurovision de la chanson avec la chanteuse Blanche. Et dans le top 10 complet, il y a en première position... Première position, entendons-nous, d'après les études qui ont été menées, il y aurait donc cette chanteuse, Blanche, pour la Belgique, il y aurait Francesco Gabani pour l'Italie, et ensuite Alma pour la France, et puis après il y aurait la Grèce, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Irlande, l'Autriche, la Suisse et la Bulgarie. Tout ça, c'est dans le top 10 par rapport à des renseignements qui ont été recueillis auprès des réseaux sociaux, entre autres. Alors, vous dire comment est-ce qu'ils récupèrent ces informations, ça je ne pourrais pas vous le dire parce que j'ai pas creusé la question, je vous le sors un petit peu comme ça, mais à l'occasion on pourrait peut-être reparler effectivement de cette corde à l'arc Adobe qu'on connaît peu finalement, et bon on verra bien. L'Eurovision de la chanson, c'est pas trop notre truc, hein. faut reconnaître. Je sais pas, est-ce que quelqu'un peut faire une petite chanson? Non, je vois Bruno qui est dubitatif. Non, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Je n'ai plus suivi depuis la victoire de... Sandra Kim, par exemple. Sandra Kim, ouais, ça on s'en rappelle. Ouais. Elle aimait la vie, c'est bon. Ou de Céline Dion. Céline Dion qui avait gagné pour la Suisse.
C'est assez particulier, mais c'est comme ça. Oui, ou de France Gall pour le Luxembourg. Et de France Gall pour le Luxembourg, Par effectivement. exemple. Voilà. Enfin bref. Moi, ce que je comprends pas, c'est juste une petite remarque. Pourquoi est-ce qu'il y a l'Australie dans l'Eurovision ? L'Australie n'est pas dans l'Eurovision. Hein. C'est pas l'Autriche, c'est l'Autriche qui est dans l'Eurovision. Non, c'est l'Australie. Ah, je sais pas. Suivant Google, c'est l'Australie. Alors là, je pense qu'ils ont un petit souci. À mon avis, c'est Google Translate qui s'est un peu planté. Oui, c'est ça va être ce type d'erreur. C'est un petit peu particulier, ça, effectivement. T'as peut-être trouvé une petite perle. Bref, on en a fini avec l'Eurovision. C'était supposé être une brève. Vous vous rendez compte ? Oui. On a passé 5 minutes dessus. On peut rester à la lettre G comme Google, Bruno, pour parler de Google Assistant. Et ça sera une brève, effectivement. Qui parle maintenant français, ça tombe bien. Voilà. Donc, oui, ils ont vraiment intérêt à avoir amélioré un petit peu leur traduction. Mais voilà, Google Assistant est désormais disponible en français, mais que dans l'application pour l'instant Allo. Allô. Je ne sais pas si vous connaissez ou si beaucoup d'entre vous l'utilisent. Donc, j'aimerais bien avoir les remarques des auditeurs sur ce sujet-là qui utilisent Allo. Parce Moi, que personne qui l'utilise. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont lancer ça là-dedans ? À mon avis, parce qu'ils ont peur de se gourer. Donc, ils commencent par ça. Non, mais après, ils vont l'intégrer probablement dans tout leur écosystème et surtout dans Google Home, dans leur device, que j'attends vraiment aussi de pouvoir tester dans nos contrées, parce que je pense pas qu'il soit disponible jusqu'à présent en Europe déjà de court, et certainement pas dans la langue de Molière ou de Goethe. Peu importe. Donnez-moi quelque chose que je comprenne, qui marche, que je puisse m'acheter. Oui, c'est ça. Pour traduire les paroles de la chanson australienne qui participe à l'Eurovision, par exemple. En suédois. En suédois, c'est ça. Et du suédois, on trouvera bien quelqu'un pour le traduire en italien, et puis voilà. On dit des bêtises. On est à la lettre G comme Google avec 2 petites brèves. Ça c'est fait. Hop là, on passe à la lettre H. H comme hardware avec un truc un petit peu particulier, Xavier. Effectivement. Ça, c'est très spécial. Ça, c'est un spray qui rend une surface tactile. Ça, c'est presque magique. Je suis tombé là-dessus parce que j'ai vu dans des news technologiques, et je m'attendais pas à ça. J'ai vu une guitare électrique, et donc j'ai lu l'article, et en fait c'est un groupe qui s'appelle Future Interfaces qui a développé un spray qui, une fois qu'il est vaporisé sur une surface, pas la tablette, donc sur n'importe quelle table, matière, par exemple, va permettre de rendre cette surface sensible au toucher. Et donc, on va pouvoir avoir une interface tactile, un petit peu comme on le fait avec... on a vu des projets Kinect, on a vu des systèmes qui analysaient le tracé, l'aspect multitouch avec la récupération des ondes, etc. Ici, donc, c'est un spray avec un conducteur, et il y a des électrodes qui sont branchées de part et d'autre de la surface à laquelle de la surface qu'on traite, et on va pouvoir de manière assez précise du coup détecter les mouvements, le toucher, le glisser sur cette surface. Et donc il y a des exemples, par exemple si on peint un volant pour faire monter le volume ou ce genre de choses. La guitare électrique, ça permet plutôt que d'utiliser un pédalier à effet de toucher sa guitare à la main et d'enclencher certains effets, par exemple. Il y a tout un tas d'applications sur des objets qui à la base ne sont pas spécialement faits pour ça, mais qui peuvent bénéficier de la technologie tactile. Donc ici, ils n'ont pas développé vraiment d'application, j'ai l'impression, derrière. C'est vraiment l'innovation, c'est ce spray qui combiné à des transistors permet de... En fait, l'idée c'est quoi? C'est de rendre juste la surface conductrice en quelque sorte. C'est ça. C'est quoi? C'est du carbone ou quelque chose comme ça qui fait que du coup ça laisse passer un courant électrique, même infime, et c'est ça qui est repéré après par l'électronique, quoi. Donc c'est pas idiot. En fait, il détecte la tension, les variations de tension entre différents points, puisque les transistors sont placés à différents endroits de la surface. Ça permet avec une sorte de jeu de matrice de détecter la tension qui varie entre ces différents points. Par triangulation. Et donc savoir où c'est touché, quoi. Ok, c'est pas complètement idiot. Il faut voir comment dans la pratique ça se met en œuvre, évidemment. Oui, j'ai pas vu la taille des transistors, j'ai pas vu la puissance de calcul qu'il faut derrière. Oui, c'est ça. Mais le projet était suffisamment original que pour attirer mon attention. Bruno avait un truc à rajouter. Est-ce que ça marche sur la peau?
Moi, j'ai des très bonnes utilisations. On va enduire une personne de cette substance, on va dire. Et on va pouvoir avoir des applications. Moi, je pense que le mieux, c'est de trouver directement une personne qui est bonne conductrice. Et puis voilà, le problème est réglé. Ah bah oui. On était à la lettre H comme hardware, ou comme humain aussi, en l'occurrence. M comme Microsoft maintenant, Xavier. On va parler de Invoke, ou quand Microsoft s'attaque à Amazon Echo ou à Google Home aussi. Oui, mais en fait, c'est le numéro des assistants personnels. Ici, c'est Microsoft qui lance, qui s'allie à Harman Kardon pour faire une enceinte qui sera gérée par Cortana, qui va être baptisée Invoke. Donc, ça va fonctionner avec la technologie liée à Windows 10. Et on va avoir toutes les fonctionnalités classiques liées à un assistant vocal de Microsoft, donc jouer de la musique évidemment dans sa collection, d'ajouter un événement à son agenda, un rappel pour une tâche, vérifier le trafic avant de prendre la route pour le boulot. On va pouvoir également utiliser Skype dans cet outil et contrôler des objets connectés comme on le sait déjà certainement via la plateforme IFT. Là, c'est une supposition que je fais. Oui. Mais pour piloter des objets, ça a été indiqué comme des lumières ou le Nest, par exemple. C'est une interface auditive en quelque sorte, quoi, ou oui, sonore. C'est vraiment un assistant vocal, mais lié à une enceinte de qualité entre guillemets, puisque c'est la marque Harman Kardon qui est derrière. Et par contre, il faut un PC qui tourne sous Windows 10 ou un smartphone Windows 10 mobile, Android ou iOS pour la mise en route. Donc ça n'a pas l'air d'être un objet autonome. D'accord, ok. Bah oui, pourquoi pas. Hein. Ce sera par contre disponible que aux États-Unis. De nouveau, on en parlait pour le moment. Et la sortie est prévue toujours en 2017, mais on ne connaît pas encore la date exacte ni le prix. On demandera à Bruno de passer par l'Allemagne. Oui, non, je pense pas. Surtout qu'ils vont sortir probablement l'année prochaine une version avec écran, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura des écrans bleus à certains moments, non? Bon, là, je suis pas mon fan. C'est un assistant, ça parle, donc ça fait bleu. On est méchants. On est très méchants. On a fini avec la lettre... Ah non, on n'a pas fini avec la lettre N comme Microsoft, donc on va vous encore dire des méchancetés, peut-être, ou pas, Bruno, pour parler d'un brevet que Microsoft vient de déposer concernant un système implacable contre le piratage. Explique-nous ça. Oui, en fait, je pense qu'ils ont un peu peur de ne plus avoir trop de chiffre d'affaires Microsoft, parce que contrairement à d'autres OS, comme ceux du début de notre abécédaire, on paye toujours les Windows 10 quand même assez cher. Donc c'est pour eux, je pense, une grande partie de leur chiffre d'affaires. Donc là, ils ont déposé un brevet pour en finir avec le piratage, tout simplement. Donc voilà, où tout le monde, où personne n'a jusqu'à présent trouvé parade à ce fléau de piratage. Eux veulent maintenant vraiment contrer cela par quelques méthodes. Enfin, ils vont assembler. C'est en gros 3 méthodes. Mais la partie la plus importante de la méthode, c'est que en fait, ils vont taguer des applications, les fichiers, d'une certaine manière, pour qui puissent toujours être stockés par l'utilisateur, par exemple de la musique, puissent être stockés sur le cloud, imaginez sur OneDrive ou sur Dropbox. Par contre, ne puissent pas être partagés ou utilisés à d'autres fins de cette manière-là. En gros, ça se résume plus ou moins à ça. Mais en fait, ils veulent vendre cette technologie à tout le monde. Donc, ils veulent la vendre à Dropbox, ils veulent la vendre à tous ceux qui partagent Google Drive, partage des fichiers pour que ça devienne universel et pour qu'on puisse taguer les fichiers de cette manière-là. Une espèce de DRM, quoi. Une espèce de DRM pour les fichiers.
Voilà. Donc ils pensent vraiment qu'ils peuvent mettre fin au piratage. Moi, je pense que non, parce que finalement, chaque serrure qu'on met à une porte trouvera quelqu'un pour fabriquer une clé pour l'ouvrir. Donc voilà, c'est mettre des défis, donner des défis aux hackers. Les softs ont été piratés depuis qu'ils existent et ils vont continuer à l'être. Après, voilà, il y a des solutions pour utiliser des softs alternatifs dans le domaine de l'open source qui sont tout à fait à la hauteur des programmes qui coûtent parfois très très cher suivant l'utilisation. Voilà, pensez à l'open source. Pensez à ceux qui sont derrière, aux développeurs aussi. Hein. Ne piratez pas, n'utilisez pas des softwares piratés. On vous le répète quand même, ça fait vivre nous, les informaticiens, ou ceux qui vivent de la technologie. Hein. Donc, c'est du travail. Et tout travail mérite salaire, même si de temps en temps, ce sont de grandes entreprises et qu'on a l'impression de leur donner de l'argent on ne sait pas pourquoi, à une grande entreprise. Et pourtant, il y a quand même des gens qui sont salariés derrière et qui gagnent leur vie avec ça. C'est bien de le rappeler aussi de temps en temps. Même si on peut discuter du prix des certaines applications, etc. C'est clairement discutable, mais bon, ça reste quand même ça a une valeur, quoi qu'on en dise. On a fini avec la lettre M comme Microsoft. On attaque déjà la lettre W, mais pas encore avec celle que vous pensez. On est à W comme Waze. Vous connaissez tous cette application qui vous permet de vous géolocaliser, de vous balader à travers les embouteillages dans les grandes villes ou même sur les autoroutes. Hein. Le système GPS a un peu évolué, je dis pas de bêtises. Waze qui va vous permettre de vous faire guider par vous-même. Ça, c'est très particulier, Xavier. Voilà, on n'aura plus besoin d'entendre la petite voix française avec une voix irritante qu'on n'aime pas forcément, ou bien un homme qu'on n'a pas envie d'entendre. On va pouvoir... on pouvait déjà en fait entendre des voix de certains comiques ou des voix de robots, ou télécharger des voix un petit peu spéciales. Et ici, Waze a développé une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de s'enregistrer soi-même et de s'enregistrer en train de donner des indications d'itinéraire. Donc, pour ce faire, l'utilisateur va devoir aller simplement dans les paramètres de Waze. Il va sélectionner le menu son et voix. Il va cliquer sur enregistreur d'annonce et là, il pourra ensuite enregistrer les commandes vocales qu'il désire remplacer à la place de celles qui sont déjà préenregistrées, tout en sachant que si on ne sauvegarde pas, on va toujours utiliser la voix d'origine dans l'application. D'accord. Donc pas trop de risque non plus de faire des bêtises. Donc c'est un petit truc rigolo qu'ils ont rajouté qui ne nécessite pas de compétences particulières. Voilà, en fait. Et c'est assez simple à faire. Toutes les commandes vocales sont regroupées dans une même rubrique qui va être par exemple les distances, les directions, la durée, les temps d'enregistrement qu'on va pouvoir utiliser, c'est entre 3 et 6 secondes, donc il ne s'agit pas de faire... de raconter sa vie, quoi. De raconter une blague, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bruno? Oui, par contre, on va pouvoir faire des belles blagues à son conjointe. On va enregistrer dans la commande tourner à droite, on va dire tourner à gauche. Comme ça. C'est quand on connaît bien sa compagne, on peut faire un truc du genre tourner à gauche, non, l'autre gauche. Par exemple. Je l'ai fait encore il n'y a pas si longtemps. Par exemple. Mais je sais que c'était possible également pour des GPS genre TomTom ou Coyote, mais la méthode était un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre parce que c'était pas vraiment fait pour. Mais si on cherche un petit peu sur Internet, on trouve des méthodes pour comme ça remplacer la voix d'origine de son GPS. Et c'est vrai que ça peut être plutôt rigolo quand c'est une voix qu'on connaît. Voilà. Petit gadget à 2 balles, quoi, en gros. La lettre W toujours, et là on y est, c'est déjà la fin de cet épisode, du coup, ça vous l'avez remarqué, W comme what the fuck. Évidemment, on commence avec Xavier, qui a quoi comme information, Xavier? Je préfère vous laisser annoncer. C'est un petit what the fuck qui m'a été soumis par Marc. Ah oui, c'est juste. En fait, c'est simplement une news qui est assez surprenante. En fait, c'est le site 9gag qui est un site qui est fréquenté par plus de 200, qui est vu 220 millions de fois par jour et qui se classe en haut du classement des sites qui sont dédiés à l'art et au divertissement. Donc, c'est un site qui
fait l'apologie de la culture même, donc qui sont des images ou des tournées souvent, oui. Des images détournées ou parfois juste un symbole qui est utilisé, on ne sait pas trop pourquoi, et qui apparaît dans tous les commentaires d'utilisateurs ou dans des chats. Et en fait, ils vont faire une stèle de 3 mètres de haut, donc une énorme pierre de 3 mètres de haut, où vont être gravées différentes images populaires, donc des mèmes, et qui va être enterrée dans le désert espagnol. Donc c'est un monument qui est entièrement dédié à l'humour. Il y a plus de 620 000 membres du site qui ont voté pour choisir les mèmes qu'ils préfèrent. On va pouvoir y retrouver Dickbutt, Philosopher, Pineapple Pen, Fuck Yen ou encore Confession Bear, comme l'indique le site dans lequel j'ai vu la news. Voilà, donc le but, c'est que peut-être dans quelques centaines d'années, on voit qu'on était une civilisation qui savait s'amuser ou rigoler de choses aussi. Oui, ou décadentes. Voilà. Ça dépend un petit peu. Exactement. Ça dépend qui tombera dessus, en l'occurrence, on ne sait pas. C'est ça, ils trouveront un truc, un codage caché qu'on n'avait même pas vu nous-mêmes. Ah, peut-être. Bah oui. Il y a peut-être des easter eggs. Par exemple, qu'on ne connaît même pas, qu'on a fait de manière, voilà, comme ça. On a fini ? Non, pas encore tout à fait, parce que Bruno, lui aussi, a un what the fuck à nous proposer, avec, alors là, rien que le titre est totalement improbable. Ça m'a fait sourire. Bah oui, moi aussi, mais c'est complètement improbable, parce que ça nécessite quand même une explication. Il bat le record de retweets avec des nuggets. Mais il faut nous expliquer ça. Vous n'avez pas suivi, mais il y a des choses assez intéressantes et improbables qui se passent sur Internet et en l'occurrence sur Twitter. Il y a un gars du nom de Carter Wilkerson, qui a 16 ans, qui a simplement posé la question sur Twitter à Wendy's. C'est une chaîne de fast-food aux États-Unis, assez réputée, pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, mais ils font des hamburgers entre autres, mais pas que. Et il tweet le 5 avril combien j'ai besoin d'avoir de retweets. Donc, le fait de retweeter, c'est de partager un tweet de quelqu'un pour avoir 1 an de chicken nuggets gratuits. Et Wendy's, il y avait le community manager de Wendy's doit être quelqu'un qui aime bien 9gag. Il a répondu 18 millions. Il faut savoir que le record précédent de retweet était de 3,5 millions. Ouais. C'était un tweet Ellen DeGeneres lors la soirée d'Oscar 2014. Avec les selfies, oui. Avec les selfies. Et là, en fait, on est à peine un mois après. Il a réussi à battre ce record. Il est passé au-dessus des 3,5 millions de retweets. Mais mon what the fuck, c'est pourquoi est-ce que maintenant Wendy's a dit bon, c'est bon, tu as battu le record, on te donne ton année de nuggets gratuits. Ah oui, donc il n'a pas atteint les 18 millions. 18 millions. Mais soyez pas illogique. Sinon, où va le monde? Ben oui, c'est ça. Si maintenant, il n'était pas, c'était en même temps, il n'était pas question de battre le record. Il était question de faire 18 millions de retweets. Exactement. Donc, je suis pas d'accord. Moi, je veux aussi un an de nuggets gratuits. Bah oui, parce que là, il y a un vice de forme, c'est un vrai problème. En même temps, qu'est-ce que c'est malin pour une marque d'aller dans ce sens-là, parce que ça fait parler, la preuve, on en parlait ici, on parle de nuggets dans un podcast high-tech. Ouais. On a parlé de Wendy's, on n'en aurait pas parlé normalement, soyons très clairs. Donc c'est plutôt malin de leur part, en tout cas, pour faire parler d'eux, de répondre comme ça. Ils ont quand même annoncé qu'ils allaient donner $100,000 à une œuvre de charité, hein, de ce que je lis. Voilà. C'est pas mal aussi, oui. Mais ça reste quand même pas cher comme pub, hein, on va dire. Ça c'est clair que c'est un bon coup de pub. De vues pour un an de nuggets, ça va pas coûter très cher à mon avis, et puis $100,000 à une œuvre, voilà. Parce que suite à ça, ils vont ouvrir un magasin en Belgique. Wendy, si vous écoutez, en plus de ça.
quelque chose. En plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il compte aussi certainement sur le fait que le garçon, il va très vite dégoûter des nuggets. Et donc, non, mais c'est vrai, c'est comme ça, paraît-il, dans certaines usines de chocolat, par exemple, où les gens peuvent se servir à volonté, parce qu'ils se rendent compte que ça sert à rien de les interdire, parce que de toute façon, ils vont mettre le doigt dans la confiture, enfin dans le pot de chocolat, et que finalement, si on leur donne l'autorisation, ils n'en mangeront toujours pas plus que leur poids. Donc, ils vont pas non plus. Et ça fonctionne. Et ça fonctionnait aussi. Ou ça fonctionne aussi, paraît-il, dans les brasseries. Mais moi, j'ai une question pour Wendy's. Combien de vues il faut pour que toute l'équipe des technos puisse venir goûter les nuggets? Je ne sais pas. Faut leur tweeter celle-là. Il faut peut-être la tweeter, ouais. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de ce 123e épisode des Technos, qui est un petit peu plus court que d'habitude, mais on vous avait prévenu. Si vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas à les poser, soit via notre blog lestechnos.be, il y a un article consacré à l'été des technos, où vous pouvez remplir un formulaire et nous envoyer vos questions, ou simplement les mettre en commentaire de cette vidéo sur YouTube, ou de cet article sur notre blog, toujours lestechnos.be. N'hésitez pas un seul instant, nous on collecte toutes vos questions, et on en reparle durant les mois de juillet et août, avec toute l'équipe, on répond bien volontiers à toutes ces interrogations que vous pouvez avoir sur différents sujets technologiques, toujours sans temps. On va remercier Bruno d'avoir participé à ce 123e épisode. On va le retrouver d'ici 2-3 semaines, je pense, quelque chose comme ça. On remercie également Xavier, qu'on retrouvera très prochainement également. À bientôt. À bientôt, et à bientôt à tous. Ciao, ciao.